Je m'appelle Kevin Landry, j'ai 21 ans, je suis en première année de master administration publique, parcours politique publique à Besançon et je suis un des cadres régional des Jeunes avec Macron en Bourgogne-Franche-Comté et puis je suis également référent pour le département de la Haute-Saône. Bien sûr, c'est super important. Moi, j'ai toujours tendance à dire que la politique, c'est le quotidien. Vous allez dans une rue, vous devez rouler à 30 km/h, c'est de la politique. Alors c'est de la politique municipale, mais c'est de la politique. En réalité, tout ce qu'on fait au quotidien est touché de près ou de loin par de la politique. Donc je pars du principe où il faut non seulement choisir, donc aller voter, mais aussi pour ceux qui le souhaitent, s'engager, parce que s'engager, c'est défendre ses idées, c'est aller plus loin que simplement voter. Emmanuel Macron, je crois qu'il est le seul d'abord à porter une vision de la politique qui n'est pas idéologique. Mais on voit bien que depuis 40 ans, ce qui a parfois enlisé notre pays, c'est que des majorités de droite se refusaient de faire certaines choses parce qu'elles étaient connotées à gauche et inversement. Et en 2016 puis 2017, ce qu'a porté Emmanuel Macron, c'était justement cette volonté de dépasser le clivage. Et au fond de s'interroger, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon pour le pays? Et puis de manière générale, Emmanuel Macron, maintenant, c'est plus seulement un candidat, c'est aussi un président sortant, donc il a un bilan et je crois que c'est un bilan qui est extrêmement positif pour les jeunes notamment puisque c'est l'objet de notre rendez-vous. On pourrait parler par exemple du repas à 1 € dans les Crous pour les étudiants, on pourrait parler de la gratuité de la contraception pour les jeunes femmes de 18 à 25 ans, on pourrait parler de la gratuité des protections menstruelles pour les femmes également étudiantes. Sa force aussi, c'est qu'il a compris que les jeunes, c'était pas uniquement des étudiants. Il y a aussi des jeunes qui sont parfois dans l'emploi et puis parfois sans emploi, sans formation. Et donc, dans la matière, on a par exemple ce qui a été fait au niveau de l'apprentissage, où on avait un peu plus de 230 000 apprentis en 2017 lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, on est à plus de 700 000 en 2021 de contrats signés. On n'a pas encore les chiffres pour 2022, mais c'est une augmentation importante. Non, l'élection n'est pas jouée d'avance et d'ailleurs si elle était jouée d'avance, je ne serais pas là. On passe énormément de temps sur le terrain, à tracter, à faire du porte-à-porte, à coller des affiches, donc évidemment on ne considère pas qu'elle est gagnée d'avance. Et d'ailleurs on en est le meilleur exemple. Il peut y avoir des surprises dans une élection et je crois que l'élection elle n'est jamais gagnée avant qu'elle ne se soit déroulée, donc elle sera véritablement gagnée, je l'espère, seulement le 24 avril au soir. Déjà l'expérience politique, parce qu'en 2017, il était novice en politique, il avait été seulement ministre 2 années, et puis il a aussi maintenant, je pense, appris. Il le dit lui-même d'ailleurs, il dit qu'il a appris de ses erreurs, tout n'est jamais réussi, pour tout le monde je pense, on fait tous des erreurs et ce qui est bien dans la vie c'est d'apprendre de ses erreurs et il le dit lui-même, il dit qu'il a qu'il a appris de ses erreurs. Oui, alors d'abord je pourrais donner, puisqu'on a parlé de ça en introduction sur l'apprentissage, je pourrais parler de la mesure qui vise à faire des lycées professionnels une voie d'excellence. L'idée c'est de reprendre la méthode qui a fonctionné pour l'apprentissage. Je vous l'ai dit, on est passé de 200 000 à 700 000 apprentis en 5 ans. L'idée c'est d'utiliser la même méthode pour faire de ces voies techniques et manuelles qui ont souvent été mises au banc. On a souvent invité les jeunes à faire des hautes études et aujourd'hui nous ce qu'on dit c'est qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut évidemment des ingénieurs, mais il faut aussi des maçons, il faut aussi des routiers, donc il faut remettre ces métiers manuels au cœur du choix des possibles pour les jeunes et cette proposition des lycées professionnels d'en faire une voie d'excellence, notamment en augmentant le temps passé en stage et en permettant aussi la rémunération de ces jeunes, ça me paraît d'abord une première proposition. Ensuite, la mesure du compte épargne-temps, la création du compte épargne-temps, pour moi c'est une mesure super importante parce qu'elle vise en fait à permettre
aux jeunes, parce que c'est de là dont il est question, mais en réalité dans le programme, elle concerne tous les Français qui travaillent, de cumuler sur un compte des RTT et des congés payés, et alors ensuite soit de les monétiser pour créer un peu plus de pouvoir d'achat, soit de les utiliser pour plus tard, pour se consacrer à sa famille et à soi. L'intérêt, en réalité, moi, dans les 2 universités que j'ai fait, ça existait déjà dans certains cours. Alors pas dans tous, donc peut-être que l'idée c'est de généraliser, mais l'idée c'est de permettre aussi aux professeurs de voir parfois la dissonance qui peut exister entre l'attente des étudiants pour un cours, puis finalement la réalité vécue par les étudiants. Ça peut être aussi une manière pour les professeurs d'évaluer un petit peu Parfois ils tentent de nouvelles pédagogies dans certains cours. Pour eux ça peut être aussi une manière de voir si ça a fonctionné, si les étudiants sont convaincus. Et puis parfois certains professeurs nous le disent, c'est compliqué parce que parfois certains cours s'entremêlent entre eux, parfois trop. Et donc des fois ils aiment bien nous demander ce qu'on a pu faire dans d'autres cours pour essayer aussi d'ajuster leurs cours par rapport à ça. Donc ça peut être aussi l'intérêt de voir si certains cours se chevauchent. Je pense à celle sur le RSA par exemple, qui vise à conditionner, à demander aux gens qui sont RSA d'effectuer 15 à 20 heures de travail d'insertion ou de formation. Il faut savoir quand même qu'au bout de, moi ce chiffre il m'a interpellé, au bout de 7 ans, il y a seulement 34% des personnes qui sont RSA qui ont retrouvé un emploi. Et sur ces 34% là, il y en a seulement un tiers qui ont un emploi stable. Donc l'idée, c'est simplement de leur permettre de suivre des formations et de s'insérer professionnellement parlant et ensuite de pouvoir toucher un vrai salaire. Parce que en réalité, il n'y a rien, on dit souvent que c'est une mesure de droite, mais je crois que la gauche ne peut pas se satisfaire non plus que des gens vivent avec des minima sociaux. Le but c'est aussi qu'ils puissent avoir un emploi et vivre d'un salaire. C'est en termes de dignité humaine, je crois que c'est plus intéressant. Il y a évidemment la question de la retraite. On a un système où c'est les actifs qui financent la retraite des personnes qui sont retraitées. C'est-à-dire que vous et moi, quand on va travailler, qu'on va cotiser, on ne cotisera pas pour notre retraite, mais pour ceux qui sont déjà à la retraite. Et du coup, il y a 50 ans, on avait à peu près 5 actifs qui finançaient une retraite. Et là, progressivement, on se rapproche d'une situation où on va avoir un actif pour financer une retraite. On voit bien que ça va devenir très compliqué. Et alors, il y a 3 options en réalité. Soit on diminue les pensions de retraite, soit on augmente les impôts. C'est pas le choix que nous faisons non plus. Donc on fait un 3e choix qui est d'augmenter l'âge de départ en retraite et de demander aux Français de travailler un petit peu plus longtemps, et donc 65 ans. Mais en contrepartie, et du coup ça revient sur la mesure que je vous ai dit tout à l'heure, la création du compte épargne-temps. En contrepartie, on permet aussi aux Françaises et aux Français de cumuler du temps sur un compte et ensuite soit de le monétiser pour une question de pouvoir d'achat, soit de l'utiliser pour justement bénéficier, quand on est un peu plus âgé, d'un peu plus de temps pour soi et pour ses proches. Et puis la 3e mesure de pouvoir d'achat, c'est évidemment la suppression de la redevance télé. Alors Emmanuel Macron, sur ce sujet, il a été très clair. Il veut garantir l'indépendance de l'audiovisuel public. C'est important d'avoir un service public de l'audiovisuel qui permette de diffuser tout un tas de contenus que les chaînes privées ne diffuseraient pas forcément. On le voit d'ailleurs en période présidentielle. Depuis hier, France Télévisions diffuse les clips de campagne des candidats. C'est bien le rôle du service public, donc il faut garantir son indépendance. Ce qu'il faut comprendre avec cette mesure, c'est qu'elle ne correspond plus à nos modes d'utilisation, si je puis dire. Vous pouvez avoir une télévision chez vous, ne pas l'utiliser, être sur les réseaux sociaux ou que sais-je, ne pas l'utiliser, mais payer la redevance télé quand même. Et inversement, vous pouvez avoir un ordinateur portable chez vous, regarder tous les jours la télévision, regarder tous les jours les programmes du service public, écouter la radio et écouter le service public également, et ne pas payer de redevance télé. Donc vous voyez qu'il ne correspondait plus non plus cet impôt en termes de prélèvement à nos modes d'utilisation. Donc pour moi, il est logique de le supprimer.
Non, bien sûr qu'il faut réfléchir à tout. Et quand on est aux affaires, on ne peut pas simplement réfléchir pour les 10 prochaines années. Il faut réfléchir pour les 50, les 100 prochaines années. Sur la question du nucléaire, nous, on a une vision qui est pragmatique. Il y a un rapport qui est sorti, c'est le rapport de RTE. Donc RTE, c'est le réseau de transport de l'électricité en France. Ce qu'estime RTE, c'est qu'à l'horizon 2050, on ne pourra pas avoir, techniquement c'est impossible, plus de 50% de nucléaire dans notre mix énergétique. Donc nous ce qu'on dit, et c'est pour ça dans notre programme vous citez la mesure sur le nucléaire, mais on a aussi la construction de 50 parcs éoliens en mer, si je ne me trompe pas. Donc on mise sur un mix énergétique. Et ce que nous dit le rapport de RTE, c'est que quand on étudie tous les points, c'est-à-dire le climat, la gestion des déchets, les coûts, la durée de vie, enfin quand on étudie vraiment tout, qu'on prend en compte, vraiment ils ont fait un énorme travail, ils ont vraiment, chaque scénario a été confronté à différentes situations, etc. Ce qui en ressort, c'est que le scénario qui est le plus crédible, c'est celui où il y a du nucléaire. Moi je crois qu'on ne pourra pas faire autrement que le nucléaire, parce que le nucléaire c'est à la fois notre indépendance et puis c'est aussi une énergie décarbonée. Aujourd'hui, si vous regardez des cartes qui vous modélisent le niveau de CO2 qu'un pays émet pour produire de l'électricité, et on regarde la carte de l'Europe, les pays qui sont en vert, c'est la France, puis quelques pays du Nord, mais c'est parce qu'ils ont des centrales nucléaires. Et tous les pays qui sont en rouge, orange, en tout cas qui ne sont pas forcément bien positionnés, c'est tous les pays qui ont décidé de sortir du nucléaire, notamment l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont sorti du nucléaire, ils ont développé l'énergie renouvelable, mais le problème de l'énergie renouvelable, c'est que c'est une énergie intermittente. Quand vous n'avez pas de soleil, quand vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas d'énergie. C'est des questions super importantes, super intéressantes. D'abord, quand on étudie sur le coût de la vie, à l'échelle de la vie du véhicule, le véhicule électrique n'est pas plus polluant. On pourrait le penser parce que oui, effectivement, il y a cette gestion des batteries qui est parfois difficile, parfois un sujet compliqué. Et quand on étudie sur le coût total de la vie, c'est-à-dire production, consommation d'énergie tout au long de la vie, plus après gestion des déchets, etc., les véhicules électriques ne sont pas forcément les plus polluants. Après, il faut évidemment mettre en place il faut innover. On parle beaucoup d'innovation, il faut mettre en place des filières, soit qui retraiteront les déchets, soit qui trouveront des moyens de les rendre moins polluants, etc. Il faut trouver des solutions. Mais à l'heure actuelle, à mon sens, on n'a pas mieux pour le climat que les voitures électriques. Donc oui, il faut permettre aux Françaises et aux Français de bénéficier des voitures électriques avec, je crois, un système de leasing qui est prévu. C'est justement pour permettre aux Françaises et aux Français les plus modestes, là encore, on revient sur du pouvoir d'achat, de bénéficier de véhicules qui sont plus propres. Déjà au niveau du bilan, moi il y avait une chose qui me plaisait pas dans tout ce qui a été fait, c'était d'avoir sorti les maths du tronc commun. Moi ça me paraissait totalement incongru. Vous vous retrouviez avec des gens qui prenaient physique, SVT au lycée, et donc vraiment une carrière très scientifique, puis qui n'avaient plus de maths du coup, puisqu'ils avaient choisi physique et SVT, parce que c'était sorti du tronc commun. Là pour moi c'était une erreur. Quand je vous ai dit au tout début qu'on apprenait de ces erreurs, on a une proposition qui vise à remettre les mathématiques dans le tronc commun. Donc voilà, sur le programme, j'essaye de chasser la question, mais parce qu'en réalité, j'ai pas d'idée.